Alors, est-ce que tu peux et le son juste pour le début. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette première conférence dans le cadre du projet DEFIDEM. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet DEFIDEM? Ce projet DEFIDEM, c'est un projet de recherche qui a été lancé depuis 2024 avec le CNRS. C'est un projet qui s'intéresse à la participation des citoyens, mais une participation très active, puisque c'est une participation des citoyens au fonctionnement des institutions. Alors, le projet s'appelle Les défis d'une participation accrue des citoyens au fonctionnement des institutions, entre développement d'une culture participative et démocratisation des démocraties. Donc, c'est un projet en droit qui est mené en droit comparé avec la Belgique, l'Italie, l'Irlande, l'Islande, le Canada, la Croatie, la Norvège, la Hongrie, la Suisse notamment, hein, et il y a d'autres pays aussi comme l'Espagne euh, qui nous ont rejoints. Donc c'est un projet de très grande envergure. On a même un site maintenant qui est accessible depuis euh, le site de l'Institut Louis Favoreux. Et, et donc, en fait, dans le cadre de ce gros projet de recherche, nous allons inaugurer aujourd'hui les premières conférences sur justement les questions de participation citoyenne ou non, en abordant la question du malaise démocratique. Et je voudrais vraiment remercier notre collègue, monsieur le professeur Julien Broc, de faire cette première intervention. Julien Broc est spécialiste en fait d'histoire des institutions et de droit en fait de droit relatif à l'histoire des institutions et d'histoire du droit, pardon, plus précisément. Et donc, merci beaucoup, Julien, pour cette première conférence et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, en réalité, c'est moi qui dois de chaleureux remerciements à toute l'équipe dynamique et talentueuse du DEFIDEM, donc en particulier Marthe Fatin-Rouge-Stefanini, Damien Conil et Mathias Revon, donc qui m'ont fait la confiance pour débuter donc ce cycle de conférences euh, sur un thème qui n'est pas simplement un thème, c'est un phénomène. On va le voir, un phénomène que nous avons sous les yeux et qui nous échappe pourtant en partie. Et puis, je suis ravi aussi de retrouver, en chair et en os ou par le truchement d'Internet, donc des visages pour certains familiers et plusieurs de mes étudiants. Ça fait grandement plaisir. Alors, je vais essayer de traiter des objets en tant que miroir du malaise démocratique contemporain. Et je voudrais essayer de montrer qu'ils sont des symboles qui ouvrent sur tout un champ de croyances qui, en marge de celles qu'on dit officielles, hein, les croyances, eh bien, elles ouvrent la porte à tout un imaginaire mobilisé à l'encontre de ce que certains sont censés avoir fait de la démocratie. Voilà. Alors, quelques propos introductifs. D'abord, le narratif du pouvoir. Oui, il existe un narratif du pouvoir. Pour l'historien Benedict Anderson, la nation, c'est une communauté politique imaginaire. Pour certains, l'État serait doté d'une façade. Une façade, qu'est-ce que c'est au juste? Ben, ce serait un appareil idéologique. Et je crois à ce propos que l'on peut faire nôtre la formule de Ricoeur, hein, vous savez, ce grand philosophe protestant français, qui nous dit que c'est une configuration narrative, l'État, le pouvoir. Ça, certaines politiques l'ont même théorisé. Je songe à la notion de nararchie sous la présidence Reagan aux États-Unis dans les années 80. Et si l'on suit un grand intellectuel français comme Bourdieu, l'État, c'est le discours des discours. Ça, c'est extrêmement important. Cela veut dire que le discours que produit l'État, il l'emporte sur tous les autres. Il les domine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il a valeur officielle, mais en plus, c'est lui qui décrète ce qui fait discours et ce qui n'en est pas.
C'est un peu le sens de l'expression que vous avez sans doute entendu à un moment ou à un autre de cercle de la raison. Hein. L'expression cercle de la raison, elle implique qu'il y a ce qui est censé et qui est donc de l'ordre du discours. Et puis il y a ce qui est à côté de ça insensé. En général, c'est la vision de l'adversaire politique. Et donc ce qui est insensé, au mieux, c'est de l'ordre du pathologique. C'est inécoutable. Par ailleurs, il existe une pression sociale plus ou moins diffuse, qui peut avoir l'effet de la censure. Et j'ai envie d'ajouter, pour terminer, que nous avons tous des barrières mentales, et on n'en a pas forcément conscience. Tout cela pour dire que face à ce grand producteur de légitimité qu'est l'État, parce que l'État, c'est certes un système juridique, c'est bien des choses, ça peut être un appareil de contrainte, mais l'État, c'est un producteur de légitimité, eh bien on a le choix. On peut s'approprier son discours officiel, on peut le recevoir tel quel, ou de manière simplifiée. On peut aussi simplement adopter son vocabulaire, ce qui ferait de nous ses complices, que les constitutionnalistes ne me jettent pas la pierre. Et nous pouvons encore, si nous en ressentons qu'il y a un écart entre les croyances collectives et notre situation vécue, le contester, ce discours. Hein, pour une raison ou pour une autre, nous n'y adhérons pas. On peut le subvertir de manière plus ou moins originale et par différents moyens. Et justement, Pierre Rosanvallon, autre grand intellectuel français, lui encore en vie, ben, il rappelle la chose suivante, il rappelle la diversité des répertoires d'expression politique. Et oui, chers étudiants, on vous enseigne les idées politiques à partir de supports écrits, mais il peut y avoir de tout autre support en réalité. Ça peut être le folklore, les jeux, les chansons, les jeux de cartes, l'audiovisuel, les littératures, les pins qui reviennent à la mode. Pour moi qui ai connu ça dans mon enfance, ça fait au chaud au cœur. Les fonds d'écran d'ordinateur, on verra ça tout à l'heure. Les émoticônes, et je vois que les étudiants nous en envoient de plus en plus dans leurs messages. La pop culture ou encore des objets de consommation extrêmement divers. Alors, second point de l'introduction, le langage de l'objet. Les ethnologues, les ethnologues nous ont convaincus, nous autres historiens, en commencer par les historiens du Moyen Âge, qu'un objet se définit d'abord par son utilité. Il n'y a pas de doute là-dessus, je téléphone avec mon téléphone, j'écris avec ce stylo, d'accord. Mais un objet, il a aussi des fonctions secondaires. Et c'est notamment un signe, parce qu'un objet peut comporter un message, ou même il peut être un système de communication à lui seul. Il peut donc véhiculer un propos politique ou social. Il est connoté par la valeur qu'on lui attache, valeur pas simplement marchande, hein, mais aussi symbolique. C'est d'ailleurs ça qui faisait dire à Marx qu'il y a un fétiche de la marchandise. Ajoutons que l'objet est susceptible de détournement de sens. Ça, vous le savez. Ne serait-ce que parce qu'il peut changer de cadre d'utilisation. Et oui, le même objet dans un cadre d'utilisation autre dit quelque chose de différent. C'est donc simultanément un média, un symbole qu'on manie. Alors, il exprime une identité réelle ou souhaitée. Vous savez, quand on a des étudiants en cours en face de soi, vous savez, il y a des autocollants collés sur la paroi extérieure de l'ordinateur, et en général, c'est une mine de renseignements. Les étudiants ne s'en doutent pas, mais nous, c'est une façon d'entrer en contact avec vous, en quelque sorte. Et donc, finalement, l'objet résume le monde, ou disons un monde, et parce qu'il peut jurer avec son environnement, eh bien, il comporte un reproche secret fait à l'autre. Ça, c'est important. Et pour reprendre une phrase de Roland Barthes, l'objet devient une réduction équationnelle du monde, soit qu'il l'approuve, soit qu'il le condamne. Ainsi,
l'objet peut exprimer un point de vue individuel, être le reflet des mentalités collectives, l'indice d'un imaginaire social, d'un mythe, ou même de pathologie politique. Il peut y avoir sur lui des surimpressions de sens. Lorsqu'il a appartenu à différents propriétaires, à des époques différentes, chacun ayant eu un rapport bien particulier à lui et au monde. Alors, un exemple parmi d'autres, l'étude de l'historien Maurice Sagulon des bustes de Marianne prouve bien que le même objet peut avoir 1000 significations différentes tout en restant républicain. Troisième point, on va voir que c'est un témoignage pour l'historien du politique. Alors, un objet, c'est utile pour l'historien et plus largement pour tous ceux qui s'intéressent à la politique. L'historien, il se préoccupe de tout ce que l'on vient de dire. C'est une sorte d'ogre, pour citer Jacques Le Goff, qui était un grand médiéviste, mais ça le renseigne aussi sur la vision politique attachée à un certain système d'objets divers. Ce que peut espérer l'historien, c'est de saisir des structures de pensée, c'est-à-dire des choses qui restent à travers le temps. On change de propriétaire, on change d'époque, on change de cadre, mais l'objet continue à affirmer incessamment la même chose. Et donc cette structure de pensée, c'est ce qui fait partie de notre inconscient. C'est ce qui échappe traditionnellement à l'analyse classique du droit et de la politique. Et là où j'attire votre attention, c'est qu'il y a la constitution politique que l'on connaît bien, que l'on étudie, il y a de brillants experts en la matière, mais il y a aussi, Burdeau et d'autres le disaient, une constitution sociale ou mentale d'un peuple, c'est-à-dire sa substance, sa vitalité, ses aspirations, les fins qu'il propose. Ça change très très peu au fil du temps, au fil des siècles. Eh bien, la crise, y compris en démocratie, elle survient lorsqu'un écart important se crée entre ces deux constitutions, constitution politique et constitution sociale ou mentale. Eh bien, un objet peut parfois, je dis bien parfois, en être l'indice. Le pouvoir, je reviens à lui, c'est un champ de force. Un champ de force composé d'offres et de demandes concurrentes de sens. Voilà, c'est aussi ça le pouvoir. Et sur ce champ de force, certains luttent pour la reconnaissance. On voit ça de nos jours. On parle beaucoup de wokisme, par exemple. D'autres luttent pour imposer un système ou une lecture de celui-ci, ou pour les combattre. Et le trophée à remporter dans cette lutte, c'est la production de l'idéologie dominante. Et dans cette lutte, les objets sont un atout maître, car vous le savez, ils peuvent être dupliqués à l'infini et très vite coloniser l'espace social entier, le tout de manière innocente. Parce qu'un objet, a priori, c'est neutre, on ne s'en méfie pas forcément. Alors, sauf bien sûr lorsqu'il est pointu, aiguisé, contendant, etc. Voilà. Là, mais l'objet classique, il est neutre, donc il peut se répandre, ni vu ni connu. Alors, l'historien le sait bien. Il y avait ce qu'on appelait autrefois les regalia. Hein, vous savez, ces insignes du pouvoir. Le sceptre, la couronne, la main de justice. Ce sont, eux, des objets officiels. Le plus connu d'entre eux, c'est la monnaie. Eh oui, la monnaie, elle passe de main en main, de poche en poche. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui avec Iseli-Cruz. Il n'y a que moi qui ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, la monnaie, c'est un moyen d'exprimer le pouvoir. Et d'ailleurs, en latin, monere, ça veut dire avertir. Avertir de quoi ici? Que battre monnaie, c'est le symbole, le monopole du souverain. Le souverain, on est averti. Il y en a un qui est au-dessus
et bien même au-dessus de tous les autres. Je fais mon petit historien. Au début du XVIIe siècle en Bretagne, le fabricant de fausses monnaies était Bouilly. Hein, voilà, il fallait vraiment, ça, voilà, ça forçait les gens à respecter ce fameux monopole. Alors aujourd'hui, dernier point de l'introduction, je vous rassure, un indice de la perception de la crise démocratique contemporaine. Aujourd'hui, vous le savez, il y a une sorte de divorce, dit-on, entre les élus et leurs concitoyens. Et du coup, les élus ne se présentent plus forcément d'abord et avant tout comme des dépositaires du pouvoir, hein, comme des ingénieurs sociaux de politique publique. Ils se présentent d'abord et avant tout comme des porteurs de sensibilité et de cause. Si vous avez suivi l'actualité, le discours de politique générale, Michel Barnier ne portait pas l'insigne de la Légion d'honneur, ni même la médaille de l'Ordre du Mérite. Il portait un ruban rose. Alors pourquoi? Ce ruban est destiné à promouvoir le dépistage du cancer du sein. Comprenons. Ne me voyez pas, moi. D'abord et avant tout, je suis Michel Barnier pour 2 minutes, hein, le représentant du conservatisme ou l'agent de l'austérité, ou le Premier ministre, de l'autre bord, qui sera tôt ou tard censuré, mais un être humain, fait de chair et de sang, capable d'empathie. Bref, le pouvoir s'efface pour réduire la conflictualité liée au populisme. Mais les profanes que nous sommes ne sont pas en reste, car notre univers intime est rempli lui aussi d'objets, des objets que nous charrions dans le cadre de nos rapports sociaux. On est à l'époque de la reproductibilité technique, permise par l'industrie, et maintenant même les imprimantes 3D. Et donc, plus que jamais, les objets sont en mesure d'investir l'espace social. Or, ce que nous apprennent la propagande et le marketing, c'est que la réaffirmation rituelle, hein, quand on présente un objet à de nombreuses reprises, c'est de la réaffirmation rituelle, eh bien la réaffirmation rituelle renforce la croyance. Et nous savons aussi que le marketing, et les politiques en font usage, est fondé sur la captation des pulsions, la création d'une frustration et leur libération par l'achat ou par le vote. Là, le message n'est plus dans l'objet, mais accompagne celui-ci. Cela, les politiques ou futurs politiques l'ont bien compris. Alors, il y a des objets investis consciemment de convictions politiques et d'autres qui le sont inconsciemment. Ils nous touchent en tous les cas, nous interpellent, activent notre imaginaire et donc influencent nos choix politiques. Ils témoignent de comment l'État est vu d'en bas. Dis-moi ce que tu portes et je te dirai ce que tu ressens sur le plan politique sans forcément oser te l'avouer. Alors, j'ai rassemblé, un peu comme ça, un peu au hasard, je dois dire. Alors, certains diront, comme Einstein, que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. J'ai rassemblé une collection d'objets disparates, physiques ou immatériels, euh, collection qui mérite d'être interrogée au cours des quelques dizaines de minutes dont nous disposons. Et ils vont nous apparaître comme le miroir de l'épuisement démocratique contemporain. J'ai un aveu à vous faire. Le fil conducteur de cet exposé, je ne l'ai pas prémédité. Ce sont les objets eux-mêmes qui m'ont conduit à lui. Alors quel est-il? La démocratie est souvent présentée comme un régime politique sécularisé. Sauf que je me suis rendu compte, à travers les objets que je vais vous présenter, qu'en réalité, si on y regarde de près, la démocratie serait un sacré en soi. Ça, il faudrait creuser ça dans une publication, un projet de recherche. Je n'ai pas le temps, là, forcément, en quelques dizaines de minutes, de vous l'expliquer. Mais de ce fait, parce qu'elle est un sacré en soi, elle ne pourrait plus forcément qu'être critiquée. Elle ne pourrait être critiquée, pardon,
que de manière détournée, par objet interposé. Il va nous apparaître d'abord que les objets nous racontent le malaise démocratique, sa nature, son étendue. Ensuite, nous parlerons de certains objets eux-mêmes, que l'on retrouve ici ou là, chargés de puissance et qui traduisent la volonté diffuse de reprendre le contrôle d'une façon ou d'une autre de l'objet démocratique. Vous voyez, le plan est extrêmement simple et donc nous allons aborder tout cela avec une première partie, l'objet de l'impuissance. Cet objet de l'impuissance, nous allons le voir tout de suite avec des exemples tirés d'objets, c'est la démocratie elle-même. Parce que la démocratie, depuis qu'elle existe, depuis qu'elle est fondée, elle est chargée d'attentes. Nous l'investissons de nos attentes personnelles ou collectives, mais nous allons voir à travers plusieurs objets que de telles attentes ont été déçues. Premier exemple, pour amorcer un grand A, une première sous-partie, le soupçon de l'objet, l'ordre perverti. Alors, je ne sais pas, vous n'avez pas, je pense, l'image sous les yeux forcément. Ah d'accord. Je pense que votre ordinateur va être très convoité. Alors, première illustration, c'est un sticker, donc un autocollant, qui va illustrer l'ordre social que l'on croit, certains croient inégalitaire. Alors, que voyons-nous sur ce sticker? Oui. Il ne voit que la moitié de ça. Ah, Il faut que tu fasses. je le décale. Non, juste que tu. Dis-moi. C'est l'image simplement? Ouais, ouais. C'est dans. Ça va mieux comme ça? Ah, bon, je suis en rupture numérique, tout le monde aura compris. Je plaide l'indulgence. C'est bon là? Ouais, On me dit que ça va. c'est bon, c'est diaporama. Ouais. Normalement, tu vas dans diaporama et tu fais lancer le diaporama. Comme ça, tu auras les images. Oh. Voilà. Oui, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc, nous avons un sticker et que voyons-nous dessus? Il apparaît, c'est évident, une structure pyramidale, plutôt massive, composée de différents niveaux. Alors, je pense que vous distinguez les différents niveaux. Au sommet, nous avons, c'est clair, aidez-moi, l'argent, le roi dollar. Juste en dessous, nous avons des chefs d'État, donc le pouvoir politique. Immédiatement à l'étage inférieur, le clergé. L'armée en dessous, les forces de sécurité d'une manière générale. En dessous, alors non pas des étudiants, mais alors on a un petit doute. Est-ce la bourgeoisie? Est-ce entre guillemets le star system? Le doute est permis. En tout cas, on semble fusionner les deux. Et puis à l'étage le plus en bas, donc à la base, il apparaît. Alors, est-ce les marginaux? Sont-ce les marginaux? Alors, il y a les classes prolétariennes, les classes travailleuses, avec des gens quand même conscients de l'oppression qu'ils subissent. Voilà ce qui apparaît. Donc tout ça est très hiérarchisé. Alors, quelques observations. D'abord, le sticker, le support. Le sticker, j'ai une information majeure à apporter à votre connaissance, ça colle. Il y a de la glu. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le message sous-jacent? Ça veut dire que la vérité, là, qu'on vient de signaler, aussi insupportable soit-elle, elle colle à la peau. On n'arrive pas à s'en dépêtrer. Vous voyez, il y a l'élément glu a son importance. Et puis, l'efficacité de la représentation ici, il tient à quoi?
il tient à ce que tout le monde connaît, parce que nous avons eu des manuels scolaires entre les mains. Tout le monde connaît la fameuse pyramide féodale au Moyen Âge. Hein. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a en tête. Donc, vous avez compris qu'en voyant, en apercevant cet autocollant, ça va activer quelque chose en nous. Avant la Révolution, il y avait un ordre féodal. La Révolution est intervenue, scoop numéro 2, et pourtant, nous avons une structure pyramidale qui a été recréée, avec au sommet le pharaon argent. Alors, tout le monde n'a pas étudié forcément le copte ou l'hébreu. Par Ho, c'est le palais, c'est la grande demeure, c'est le lieu d'enfermement. Autrement dit, cette pyramide, on n'en sort pas. Vous voyez? Ce qui est intéressant, c'est qu'une analyse plus fine. Je vais vous montrer une chose qu'ont bien compris les historiens du Moyen Âge. Entre la représentation populaire et la représentation savante, il n'y a jamais de coupure franche. Il y a toujours une communication entre les deux, ce qui fait que ce sticker, il est susceptible d'une lecture encore plus approfondie, plus savante. Georges Duby, je crois que j'en ai parlé à certains, peut-être en cours, avait publié en 1978 un livre qui est mondialement connu, Les Trois Ordres ou l'imaginaire du féodalisme. Et il expliquait dans ce livre que toutes les sociétés indo-européennes, donc pas simplement la France, pas simplement l'Europe, pas simplement l'Occident, connaît une structure en trois ordres, y compris aujourd'hui. Dans la structure de base, dans la structure originelle, la classe des producteurs, elle est tout en bas. Les détenteurs de richesses n'ont pas voix au chapitre dans le domaine politique. En tout cas, ils ne font pas la politique. Ils ne prennent pas les décisions parce que on considérait, et les discours de Platon le montrent bien, que celui qui détient les richesses se détourne de l'intérêt général. Or, ici, l'argent est devenu le maître et l'intérêt général semble être dilué à la base de la structure que nous avons sous les yeux. Donc, il y a un renversement de perspective. Et Duby expliquait dans son ouvrage qu'au Moyen Âge, sous l'Ancien Régime, on considérait que l'ordre social prend sa source en Dieu, et que donc, à ce titre, il est immuable. Là, nous avons une autre structure, elle est immuable, mais pour d'autres raisons, c'est que l'argent tient tout. Celui qui a l'argent contrôle l'ordre social. Vous voyez, donc le message est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît au premier abord. Voilà. Donc, c'est une façon de critiquer l'ordre social sur lequel repose la démocratie, régime en théorie de l'égalité entre les citoyens, mais si on y regarde bien, l'inégalité, pardon, règne en maître, inégalité économique. Je vous invite à une autre vignette, alors qui ne ressort pas très bien, hélas, mais je suis là pour la commenter un peu pour vous aider. Vignette numéro 2, les dépipés du jeu politique. Tout le monde l'a compris, il s'agit du Monopoly. L'histoire du Monopoly, elle est intéressante. Je la résume en une minute, à peu près, 1 minute 30. Ce jeu a été inventé au tout début du XXe siècle aux États-Unis par Elizabeth Magie, qui était une femme progressiste, qui avait un projet dans la vie, taxer les riches propriétaires. Elle avait fondé un club, le Women's Single Tax Club, pour justement essayer de répandre ses idées. En vain. Aucun écho. Et donc, elle a décidé un jour de changer d'approche. Elle a imaginé un jeu, le jeu du propriétaire, le Landlord's Game. Hein, c'est ça le nom original du Monopoly. Et donc, les gens qui, d'abord sur la côte Est, hein, qui jouaient à ce jeu, devaient prendre conscience, selon elle, de la logique à l'œuvre dans la société, logique qui était l'accaparement des terres avec un système d'achat et d'accumulation de propriétés. Elle a déposé un brevet en 1903 et les droits ont été rachetés en 1930. Ce sera le fameux Monopoly. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que Johann Huizinga, en 1938, a fait paraître un ouvrage, Homo Ludens, dans lequel il commençait par expliquer que chez les Grecs anciens,
on ne faisait pas la distinction entre le jeu politique et le jeu type Monopoly, vous voyez. Euh, pour les Grecs anciens, il y avait différentes sortes de jeux, mais il fallait comprendre une chose, c'est qu'un jeu, quel qu'il soit, c'est toujours la représentation de quelque chose de réel. Donc, il faut prendre le jeu au sérieux. Parce que dans un jeu, il y a un cadre, on trace un monde temporairement, il y a des règles qui ont force de loi. Et lorsque ces règles sont violées, l'univers s'écroule. Donc, quand on parle jeu de société, un jeu de société peut avoir une fonction pédagogique. Il peut apprendre à des jeunes ou moins jeunes comment fonctionne le système démocratique, le système constitutionnel. Mais en même temps, si un joueur refuse de jouer le jeu, tout s'écroule. Donc il peut y avoir quelque chose de subversif, une incitation à transgresser les règles pour que le joueur, de mauvaise foi ou non, soit suivi par les autres. Alors j'en reviens à notre vignette. Sur cette vignette, nous voyons au premier plan un milliardaire sémillant, celui qu'on connaît tous quand on joue au Monopoly. Et derrière ce milliardaire, il y a des maisons écroulées. On pense tout de suite à la crise du crédit hypothécaire aux États-Unis, qui a provoqué toute une série de faillites et une crise politique. Derrière, justement, vous avez quoi donc? Eh oui, nous avons la Maison Blanche, comment dirais-je, plutôt écroulée. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le milliardaire jubile parce qu'il a accaparé les maisons et l'effondrement du système politique ne lui fait ni chaud ni froid. Ce sont les grandes fortunes qui imposeraient leurs règles. Vous voyez? Donc, ce jeu-là, ce jeu du Monopoly, donc en fait, révèle quelque chose. Vous savez, c'est cette formule qu'on a toujours, enfin, que chacun a entendue à un moment ou à un autre. À la fin, c'est toujours la banque qui gagne. Donc, on fait le lien entre l'inégalité économique signalée tout à l'heure et le jeu politique qui est clairement faussé. Il est temps d'envisager un second sous-point, l'objet du soupçon, le gardien pervers. Là, il s'agit d'une caricature de justice constitutionnelle. C'est donc un dessin de presse paru dans Ouest France qu'on doit à Chaunu. Alors sur celui-ci, vous apercevez le Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas forcément celui qu'on a l'habitude de voir. C'est une poule pondeuse, donc un sympathique gallinacé. Et cette poule a-t-elle pondu? Non, hein, on voit qu'elle couvre le dossier de la réforme des retraites. Mhm. Donc on se doute que la réforme des retraites de 2003 a été examinée par le juge constitutionnel, par les sages, mais on ne connaît pas encore la réponse, la décision. Elisabeth Borne, la première ministre de l'époque, disant dans la bulle, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Alors, comment comprendre ce dessin? Il y a l'idée que finalement une décision du Conseil constitutionnel, c'est quelque chose d'imprévisible, d'où ce fameux oui et ce non. Il y a une forme d'attente insoutenable ici. À côté, on a quand même Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui est, vous en conviendrez, impénétrable, qui est de marbre. Donc, on a une apparence d'impartialité du Conseil. Mais en réalité, si on y réfléchit, le message caché est le suivant. Alors, cassé pour l'œuf, pardon, hein, c'est un lapsus révélateur. C'est qu'on a l'impression que les décisions du Conseil, c'est un oracle. C'est quelque part de la loterie. C'est imprévisible. D'où l'insécurité pour les droits sociaux. On pourrait même croire que les décisions sont parfois le fruit du caprice du juge constitutionnel. Et tant d'attentes,
mettrait au supplice les futurs retraités. C'est ça la perversité du juge constitutionnel. On feint l'objectivité, il y a des procédures à respecter, mais au bout du bout, ce sera une décision peut-être arbitraire. Vous voyez, ça renforce encore le sentiment que pouvaient donner les objets précédents. J'en arrive au second point, la puissance de l'objet. Jusqu'à présent, l'objet dénonçait quelque chose. Il nous donnait envie de pleurer sur le sort de la démocratie. Cette fois-ci, on va voir que l'objet peut être investi d'une puissance bien particulière. Premier sous-point, l'objet démocratique réapproprié. Un dessin animé s'approprier la Constitution. Alors, je pense que chacun aura reconnu ce dont il s'agit ici, un célèbre cartoon qui comprend, je crois, plus de 400 épisodes. Donc, c'est une institution véritablement américaine et au-delà. Il s'agit des Simpsons. Qu'observe-t-on? C'est un musée. Et en réalité, il s'agit des archives nationales américaines. On observe surtout le père de famille, Homer. Homer qui correspond au cliché de l'Américain moyen. Que tient-il entre ses mains? Le Bill of Rights. Donc, un document extrêmement précieux sur le plan historique, sur le plan juridique, 1789, 1791 pour la ratification. Il est confortablement installé dans son canapé. L'attitude est, j'ose pas dire lascive, mais en tout cas, il semble pas prendre grand soin de ce document. On pourrait s'attendre à ce qu'il le déchire ou à ce qu'il arrive quelque chose, un gag. La vitrine est ouverte. Une vitrine, c'est fait pour quoi? Ça protège quelque chose d'important, quelque chose de quasi sacré. Donc on a un peu l'idée d'une profanation. L'Américain moyen se saisit du texte constitutionnel, on pourrait y voir une profanation. À gauche, vous avez justement cet enfant-là, Maggie. Maggie dans les Simpsons, elle est sympathique, intelligente, mais c'est un peu l'insupportable mademoiselle je sais tout. Lisa, pardon, oui. je, oui, je vous remercie. C'est Lisa, elle est catastrophée. Et donc, elle pourrait Pardon. représenter le point de vue dominant. L'Américain moyen qui ose lire la Constitution, qui pourrait l'invoquer, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Voilà quelqu'un qui pourrait réclamer l'effectivité des droits proclamés. Alors, pour la petite histoire, cet épisode, il fait suite à un sondage qui avait été commandé aux États-Unis. Et dans ce sondage, il apparaissait que 28% des Américains ne parviennent pas à nommer plus d'une liberté garantie par le premier amendement. Donc il y a une lacune, dans la connaissance du texte constitutionnel. Et donc là, on montre, voilà, mais si véritablement, parce que les élites américaines dans la presse officielle, New York Times, Washington Post, déploraient cette méconnaissance, mais cette scène montre quoi? Montre que, mais oui, mais si en réalité, ce n'était pas 28%, mais beaucoup moins. Hein, si les Américains connaissaient vraiment le texte, est-ce que ça ferait plaisir aux élites? En 2006, pour remédier justement à cette carence, petite anecdote, a ouvert le McCormick Tribune Freedom Museum, justement pour essayer de divulguer un peu ces textes constitutionnels, la culture constitutionnelle. Vous voyez, donc une série, un objet peut interpeller et donner lieu à des initiatives concrètes. Voilà qui me paraît extrêmement intéressant. On passe à la vignette suivante. Vignette suivante, c'est un fond d'écran d'ordinateur. Je pense que tout étudiant en droit a le même, hein. J'imagine, je l'espère. Question toute simple.
qu'est-ce qui peut bien amener quelqu'un comme vous et moi à jeter son dévolu sur cet arrière-plan informatique? Quelque chose qu'on va observer tous les jours, pendant les pauses, au cours de son travail, en rentrant chez soi, que sais-je encore? Qu'est-ce qui peut bien motiver quelqu'un à retenir, à choisir ce fond d'écran? Alors, commentons l'image d'abord. Au centre devant, nous avons un homme d'âge plutôt moyen, habillé simplement, donc quelqu'un qui n'est pas forcément favorisé dans la vie, c'est monsieur tout le monde. Ce que vous ne pouvez pas savoir, car il y a toute une série de fonds d'écran, c'est que le banc que l'on aperçoit devant à gauche, vous voyez, avec des feuilles de journal, là, bah, sur ce banc dormait ce jeune homme quelques instants avant. Il dormait là, et puis tout d'un coup, il se réveille. Vous voyez, son visage est radieux. Il illumine la scène comme est illuminé le fronton de la Maison Blanche. Qu'est-ce qui a pu le rendre comme ça? Eh bien, en fait, ce qui a pu le rendre comme ça, c'est qu'en fait, il a fait ce qu'a fait Homer Simpson, il a lu le texte constitutionnel. Il s'en est pénétré, il s'en est inspiré. En grec, pneuma, c'est le souffle, c'est l'esprit, c'est ce qui vous anime, ce qui vous fait agir, aller de l'avant. Donc voilà quelqu'un qui a repris à son compte le texte constitutionnel, qui s'en est pénétré, et voyez, ce n'est plus le même homme. Le SDF d'hier est devenu sans doute pas quelqu'un de riche, regardez, les billets, la liasse, elle est en bas, il s'en désintéresse, par contre, il brandit le texte constitutionnel. À sa gauche, qui voit-on? Il y a les pères fondateurs des États-Unis. Alors, leur attitude, elle est éloquente. Certains prient, un miracle. D'autres tendent les mains, applaudissent. C'est un miracle pour eux. Si ces gens étaient là en 2024 et pouvaient assister à ce spectacle, ils se réjouiraient. L'esprit fondateur des États-Unis est intact et il va pouvoir se répandre. Un homme suffit à être contagieux. À droite, ce n'est pas du tout la même affaire. À droite, nous avons toute une série de présidents américains. On devine que l'auteur du fond d'écran n'aime pas particulièrement Barack Obama. On repousse cet homme, ce jeune homme. On s'en détourne, on a honte. L'un des personnages, Bill Clinton, tient un journal, on croit lire Faillite. Hein, on lit les premières lettres. Sous-entendu, face à la crise, la classe politique américaine, l'establishment a complètement échoué. Et pourquoi a-t-il échoué? Parce qu'il s'est détourné des valeurs fondatrices. Voilà ce que révèle ce fond d'écran. Et donc, prenons quelqu'un d'inspiré, quelqu'un que l'on ne connaît pas, c'est un peu Mr. Smith au Sénat. Oui, ce vieux film de Frank Capra dans les années 30. Quelqu'un d'inconnu va sortir du lot et va sauver le régime, va sauver la démocratie américaine. Voilà le message. Et donc, le fond d'écran, c'est une inspiration. En le voyant chaque jour, on comprendra qu'il faut soit être soi-même le sauveur, prendre son destin et celui des autres en main, soit soutenir celui qui défendra les aspirations collectives authentiques. Voilà. Donc c'est un beau message d'espoir, vous l'avez compris. Avançons un peu et passons à la vignette suivante. C'est un autre objet, tout ce qu'il y a de plus classique, quand on est manifestant, une banderole. Alors le mot banderole, c'est le diminutif de bandière, le mot étant d'origine provençale, italienne ou espagnole, on hésite. En tout cas, c'est le drapeau, c'est le pavois, c'est quelque chose qu'on plante, qu'on hisse pour marquer un territoire. Voilà qui est important. Il se trouve qu'il y a une sociologue française qui est assez connue, Danielle Tartakovsky, qui a dirigé un ouvrage collectif qui concerne l'histoire de la rue. Et, dit-elle, la rue, c'est l'espace public.
Sauf qu'on le sait pour avoir étudié un peu le droit administratif et pour être observateur, cet espace public, il est susceptible d'appropriation. Et qu'advient-il lorsqu'on plante le drapeau, non plus bleu, blanc, rouge, drapeau officiel, mais le drapeau du peuple, en l'occurrence le drapeau ou la banderole jaune des gilets jaunes, parce que vous les avez reconnus. Qu'advient-il? C'est une réappropriation de l'espace civique, de l'espace démocratique par tous ceux qui s'en estiment exclus. Voilà le message qui passe ici. Cette banderole, elle est tendue par des gilets jaunes, encapuchonnés, masqués. Ils attendent sur la façade d'un tribunal d'instance. Alors pourquoi un tribunal d'instance? Nous avons l'explication sur la banderole elle-même. Palais du peuple, on vous a laissé l'Élysée, on prend d'autres palais. Hein, Emmanuel Macron, tu tiens encore l'Élysée, mais attention, là, c'est un premier fortin qu'on prend, mais il y en aura d'autres, et puis un jour, qui sait? Et donc, finalement, la prise de possession de ce tribunal d'instance, c'est une forme de compensation. Notre dignité citoyen a été bafouée, nous avons notre compensation, nous prenons une revanche symbolique. Et là, je fais appel à un philosophe pour vous montrer qu'il y a toujours un lien entre l'image populaire et le discours savant. Un philosophe, Claude Lefort, qui est auteur d'essais sur le politique, sous-titré 19e, 20e siècle. C'est un classique qui date de 1986. Qu'explique-t-il? Je résume. La démocratie, le régime démocratique, c'est le lieu vide du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simple. Ça veut dire que une monarchie, c'est le régime de l'incarnation par excellence. Il y a une famille royale, il y a un monarque, donc le pouvoir, on sait directement qui c'est. Dans une démocratie, par exemple de 67-68 millions d'habitants, c'est moins facile de situer le souverain, de le visualiser. C'est pour ça qu'il y a un lieu vide du pouvoir, d'autant qu'il y a des élections à échéance régulière. Les Gilets jaunes l'ont bien compris, intuitivement. Il y a un souverain en France, mais qui est-il le souverain? Est-ce le président de la République? Manifestement, il semble dire que le chef de l'État, que l'exécutif a phagocyté la souveraineté, la démocratie, ou est-ce la nation ou à titre transitoire le peuple? Et donc le sous-entendu, c'est qu'il y a un fauteuil, mais on ne peut pas l'occuper à deux. Que le peuple reprenne le trône. Voilà le sens caché de la banderole. Donc il y a cette volonté de réappropriation symbolique. Mais vous l'aurez noté, le drapeau qu'on plante, il est jaune. Méfiez-vous, on pourrait très bien hisser le drapeau noir. Donc en réalité, installer cette banderole, c'est un appel à l'aide. C'est peut-être un appel à davantage de démocratie participative. Mais si on ne nous écoute pas, ce sera non plus la violence latente, cachée, à bas bruit, ça sera une violence explicite. Nous en arrivons au grand B, l'objet profanateur en démocratie. Nous avons ici un objet d'un genre un peu particulier, mais très ancien, puisque c'est un objet de carnaval. Et le carnaval, ça existe depuis le Moyen Âge. Hein, dans certaines villes, la tradition s'est même maintenue jusqu'à aujourd'hui. Le carnaval, c'est le moment de la fête. On est d'accord. C'est quelque chose d'inoffensif. Ici, ça se passe dans le Puy-de-Dôme. Est-ce que les choses n'ont pas un peu dérapé? On y aperçoit un pantin, alors Emmanuel Macron, le président Macron, brûlé en effigie, et on en devine les raisons. Le 49.3, vous voyez les chiffres.
Le GIEC, donc les atteintes à l'environnement, une référence à la bassine, et vous, Sainte-Soline, qui avait donné lieu à un certain nombre de débordements. Donc nous avons les motifs du mécontentement, et puis nous avons le chef de l'État qui est, du moins, qui est brûlé en effigie. Que faut-il comprendre? Là, je vous renvoie à un autre ouvrage d'un historien, très connu lui aussi, Emmanuel Leroy-Ladurie. Emmanuel Leroy-Ladurie avait publié un ouvrage sur le carnaval de Romans. Romans, c'est dans le département de l'Isère. L'ouvrage date de 1979. Il y raconte des faits qui se sont déroulés donc à Romans, donc sur Isère, en 1580, donc au temps des guerres de religion. À l'époque, un carnaval se déroule sur fond de problèmes économiques et religieux. C'est une fête joyeuse au tout début. Il y a des costumes, de la dramaturgie, tout ce qu'on attend en général d'un carnaval, sauf que les artisans vont prendre, qui sont accablés d'impôts, hein, période de crise, vont prendre le pouvoir symboliquement de la ville. Et plus les jours passent, parce qu'un carnaval, ça dure longtemps, plus les jours passent, plus ils inversent les rapports sociaux, y compris dans la réalité. Ils tutoient les autorités de ville, les représentants du roi. Ils les poussent. Ils finissent par les tuer. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retirer de ce livre, c'est qu'un carnaval, c'est toujours un exutoire. Il y a des griefs accumulés à chaque époque, qu'on a en soi, qu'on a dans le collectif, et il faut les décharger impérativement de manière symbolique, parce que sans ça, c'est la violence ouverte. Voilà ce qui s'est produit sur cette vignette. Et donc, brûlons en effigie le président de la République pour ne pas avoir à le faire en vrai. Autre auteur qu'on peut citer, René Girard. René Girard, c'est l'un des spécialistes des sciences humaines françaises. C'est un anthropologue des religions les plus connus au niveau mondial. Il avait travaillé sur les questions, le rôle de la violence, et il expliquait que dans toute société, justement, il y a cette accumulation de tensions, de violence. Et il expliquait qu'il faut s'en décharger de manière symbolique, et pour ça, il faut trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est quelqu'un comme vous et moi, quelqu'un qu'on sort du lot en l'investissant de caractéristiques, de pouvoir, d'une symbolique euh, hors du commun. Dans une démocratie, dans une république, c'est le sens de l'élection du chef de l'État. On parle bien d'un sacre, d'un état de grâce. Vous voyez, il y a toute une série d'expressions qui montrent bien que celui qui est élu change de dimension symbolique. Et donc, le constat, c'est que finalement, dans une république, le vote, c'est un message qu'on fait passer. Un message pour confirmer un dirigeant ou en changer, changer peut-être d'orientation politique, mais aussi se défouler. Les commentateurs politiques ont l'air de dire parfois, de croire que c'est une mauvaise chose de se défouler dans les urnes. Ben, je pense que René Girard serait parmi nous ce soir, le 149e participant. Il nous dirait, mais non, non, soyez rassurés, ça fait partie de la vie sociale depuis que monde est monde. Du coup, j'espère que c'est bien coupé, hein, le micro. Donc, quand on ne peut pas voir le président en peinture, Du coup, je vais pas les Nikos parce on qu'en fait, brûle la peinture. j'ai pas fini de regarder C'est tes pas vidéos. plus En fait, j'ai compliqué que écouté la ça. Nikos. Quand je rentrais dans la Mais fac, c'est un message, je en savais tout pas cas, comment qu'on pour porte à parler l'attention sans que ça se des capte. décideurs. Je parlais C'est un dans le signe quand chat. même du Voilà. malaise Oui, c'est possible que ce soit une démocratique. Nikos. Dans tous les cas, j'ai fait, tu sais, j'avais fait mes tests. Alors, je tiens les Bref, délais. oh là là. Mes étudiants savent que ce n'est pas toujours le cas, donc Bref, j'ai fait mes il faut tests saluer sérieux et l'exploit. je l'ai Et j'en pas. arrive à la dernière vignette. Et donc, voilà. Du coup, bah, Un moi, leader populiste, j'attends un peu de voir comment une ça se pilule passe, dure à avaler. voir si ça s'améliore ou pas. Parce que, Cet objet, que vous pouvez acheter sur eBay au passage, hein, c'est une boîte de bonbons. Une boîte de bonbons, Trumzilla Mints. Alors, pour les gourmands, c'est composé de cannelle,
Il y a la fraîcheur de la menthe, et puis la chaleur subtile du piment habanero. Vous voyez, le souffle un peu violent, quoi. Et donc, cette boîte de bonbons représente, bien sûr, vous l'avez deviné, Donald Trump, mais un Donald Trump qui serait Godzilla. Alors, pour les amateurs de culture japonaise, Godzilla, c'est un kaiju. C'est un monstre de cinéma, c'est la culture emblématique populaire là-bas, qui est apparue après Hiroshima. Vous voyez, l'idée d'un cataclysme qui surprend tout le monde. Et donc, la bête ici, le géant destructeur, c'est Donald Trump. Derrière, il y a les ravages occasionnés au Capitole. On ne sait si c'est Trumpzilla qui les a provoqués ou s'il intervient parce que le centre du pouvoir à Washington est complètement délabré. Ça, c'est au consommateur à en juger. On observe simplement qu'une aviation est déployée contre lui. Voilà. Est-ce qu'on veut faire taire celui qui s'en prend au système établi? Point d'interrogation. Alors, quel lien faire entre la fraîcheur de la menthe, le piment et Trumpzilla? J'ai réfléchi et il me semble qu'on peut dire la chose suivante. Il faut un souffle nouveau à la politique nationale américaine. Ce souffle, il peut être amené par Donald Trump, candidat disruptif, on en conviendra, quoi qu'on en pense, mais il y a une autre signification. La pilule, qui va la prendre? C'est vous, c'est moi, hein, le petit bonbon mentholé. C'est nous qui allons avoir du souffle, comme Donald Trump a du souffle sur l'image. Eh bien, en fait, il y a un lien entre nous et lui. Il va être notre médium. Il va être le catalyseur de la colère des aspirations populaires. Alors, la question est la suivante, question ouverte, et je conclus là-dessus. Ce souffle, est-ce que c'est une simple addition de colère, donc quelque chose de destructeur, c'est détruire pour détruire, ce que craignait Lisa, Lisa tout à l'heure, en voyant son père prendre le texte constitutionnel américain entre les mains, ou est-ce que c'est le retour aux sources, le souffle fondateur, celui des pères? Vous voyez ce fameux jeune homme devant la Maison Blanche. Donc c'est à nous de juger. Et en tout cas, on le voit, ces objets, le réseau que constituent ces objets montre une chose. Il n'y a pas de réponse définitive à la question du malaise démocratique. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ressource la démocratie en la retrempant dans le temps sacré des origines? Ou est-ce qu'alors on détruit le système démocratique et c'est le saut dans l'inconnu? Voilà. Donc la question est pendante. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Julien, c'était parfait. On a eu beaucoup d'éléments et je pense que la plupart de ces objets nous étaient inconnus. En tout cas, si on avait pu les voir passer, on n'avait pas eu comment dire, ces commentaires aussi précis et intéressants en lien avec l'actualité.